et bienvenue. Nous terminons aujourd'hui l'étude de la fonction reproductrice masculine. Ce chapitre fait partie du thème reproduction humaine et santé. Ce thème figure dans le programme des SVT des terminales sciences expérimentales, maths, lettres et sciences biologiques. Je vous accompagne aujourd'hui, moi, Mouna Guider Masmoudi, professeur principal émérite au lycée Manzahneuf de Tunis. J'ai été accompagnée pédagogiquement par Madame Sondos Jbara, inspectrice générale des écoles préparatoires et lycées de Tunis 2. Jusque-là, nous avons élaboré ensemble un certain nombre de connaissances concernant la fonction reproductrice masculine. Nous avons, hormis d'avoir parlé de l'organisation de l'appareil reproducteur, nous nous sommes intéressés particulièrement à l'étude du testicule, cette glande génitale. Nous avons étudié son organisation microscopique et nous avons vu qu'elle était dotée d'une dualité structurale, avec un tissu interstitiel où les cellules de Leydig sécrètent la testostérone, donc qui assure la fonction endocrine, et les tubes séminifères dans lesquels se déroulait la spermatogénèse, qui aboutit à la formation des spermatozoïdes et donc qui assure la fonction exocrine du testicule. Avec vous, moi-même, vous et moi, on a abouti à un schéma dans lequel nous avons résumé tout ce qui concerne la régulation des fonctions testiculaires. Je vous propose d'aller regarder un petit peu ce schéma. Alors, vous avez au niveau de l'hypothalamus donc des neurones qui produisent une neurohormone, la GnRH. Cette hormone sécrétée d'abord au niveau de la tige pituitaire par les terminaisons axoniques de ces neurones va parvenir au réseau de capillaires sanguins de l'hypophyse antérieure. Elle va stimuler à ce niveau la sécrétion des gonadostimulines LH et FSH. À ce propos, nous avions reconnu un premier niveau de contrôle des fonctions testiculaires, c'est le contrôle exercé par l'hypothalamus sur l'hypophyse. L'hypophyse qui, stimulée, va répondre par donc, la sécrétion de FSH et de LH. La FSH passe dans la circulation sanguine, parvient aux cellules de Sertoli sur lesquelles elle possède des récepteurs. La cellule de Sertoli, entre autres, va répondre par une sécrétion d'inhibine et d'ABP. D'autre part, la LH, par la voie sanguine, elle parvient à ces cellules cibles, les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig vont répondre par une sécrétion de testostérone. La testostérone qui passe dans le sang, on l'a dit, elle va assurer l'apparition des caractères secondaires, sexuels secondaires, et elle va assurer leur maintien. Elle va également assurer le développement des caractères sexuels primaires et aussi la fraction de testostérone qui passe dans les tubes séminifères, qui diffuse dans les tubes séminifères, va s'associer à l'ABP, formant le complexe TABP, lequel complexe va permettre l'activation de la spermatogénèse. De tout ce schéma, je garde le schéma que je vous présente maintenant, dans lequel on a mis le premier niveau de contrôle assuré par l'hypothalamus, le deuxième niveau de contrôle assuré par l'hypophyse sur le testicule, et dans lequel j'ai gardé un ensemble d'hormones impliquées dans la fonction reproductrice masculine, en tout cas celles qui se rapportent à notre programme. Et d'ailleurs, à propos de ces hormones, je vous propose le document suivant. Le document montre la variation du taux de LH et de GnRH chez le bélier en fonction du temps. Ce document est accompagné de la consigne suivante: analyser les données du graphe en vue de dégager le mode de sécrétion de la LH, le mode de sécrétion de la GnRH et la relation entre les deux sécrétions. Nous allons commencer par la première consigne, c'est-à-dire nous allons étudier ensemble le mode de sécrétion de la LH. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va décrire ce mode de sécrétion?
D'abord, on va dire que la sécrétion de LH dans le sang est discontinue, avec des pics allant de 3 à plus de 5 picogrammes par millilitre de sang. Nous allons dire aussi que ces pics sont séparés par des intervalles de temps pendant lesquels la concentration de LH est faible, et on se remarque donc une certaine périodicité. Et du fait de l'existence de ces fortes variations à l'échelle des heures, nous allons dire que la sécrétion de LH est pulsatile. On va continuer maintenant avec l'analyse de la courbe de sécrétion de la GNRH. Regardons ensemble. Tout comme on l'a fait pour la LH, nous allons dire que la sécrétion de GNRH dans le sang de la tige pituitaire est pulsatile, avec des pulses allant de 10 à 45 picogrammes par millilitre, et que la fréquence des pulses est d'environ 1 pulse toutes les 60 à 90 minutes. Maintenant, la dernière consigne consiste à dégager une relation entre les deux sécrétions. Je vous propose cette petite animation. Ainsi donc, on va dire qu'il y a une parfaite concordance entre la survenue d'un pulse de GNRH et celle du pulse de LH. On dira également que chaque pulse de GNRH est suivi d'un pulse de LH avec un décalage dans le temps. En guise de conclusion, on dira que la GNRH stimule la sécrétion de LH hypophysaire. Nous passons maintenant à la mise en relation de la LH et de la testostérone. Le graphe montre la variation du taux de LH et de testostérone chez un bélier entier qui n'est pas castré ni hypophysectomisé en fonction du temps. La consigne est la suivante. À l'aide de vos connaissances et à partir de l'analyse des courbes de l'évolution des taux des deux hormones, on demande de préciser comment les résultats des dosages peuvent argumenter l'idée que la sécrétion de testostérone est sous l'influence de la sécrétion de LH. Alors, on va s'attarder un petit peu sur cette consigne. D'abord, il nous demande de revenir à nos connaissances. Ensuite, à partir de l'analyse de ces courbes, il nous demande maintenant, non pas de parler directement du mode de sécrétion, mais il nous demande de parler, d'argumenter comment la testostérone elle est sécrétée sous l'effet de la LH. Pour ce faire, nous allons commencer d'abord par revenir à nos connaissances. Alors, on va chercher dans nos connaissances qu'est-ce qui dit que la sécrétion de LH est sous l'effet, la sécrétion de testostérone est sous l'effet de la LH. Et là, je peux revenir avec vous aux expériences, par exemple, d'hypophysectomie, dans lesquelles on a montré que l'ablation de l'hypophyse agissait sur la sécrétion de testostérone par une baisse, bien sûr, de sécrétion de testostérone. Donc là, je reviens à cette information à partir de mes connaissances. Maintenant, si je pars de l'analyse des courbes pour aboutir à cette mise en relation entre sécrétion de LH et de testostérone, je vais analyser graphe par graphe. Prenons maintenant le graphe qui montre la sécrétion de la LH. On constate qu'il y a des décharges régulières de doses assez fortes de LH. Ces décharges varient entre 5 nanogrammes par millilitre et 30 nanogrammes par millilitre, et que chaque décharge est appelée pulse. Et de ce fait, la sécrétion est pulsatile. Je passe maintenant à la courbe de sécrétion de la testostérone. On constate qu'il y a des décharges de testostérone, qu'il s'agit donc de doses assez fortes, qui varient entre 5 nanogrammes et arrivent jusqu'à 9 nanogrammes par millilitre, que chaque décharge est appelée pulse et que la sécrétion de testostérone est dite alors pulsatile.
On remet les deux graphes l'un sur l'autre. Alors, on va dire qu'il y a une parfaite concordance entre la survenue d'un pulse de LH et la survenue d'un pulse de testostérone. Que chaque pulse de LH, je vais revenir un peu vers cette dernière animation, remarquez que chaque pulse de LH est suivi d'un pulse de testostérone avec un décalage dans le temps. On dira alors que la LH stimule la sécrétion de testostérone. Là, je vous ai extrait un passage du manuel scolaire. En tout cas, pour la 4e année sciences expérimentales, il est à la page 15. Alors, cet extrait est intéressant, pourquoi? Parce qu'il met sur une même colonne la sécrétion du GnRH, la sécrétion de LH et la sécrétion de testostérone. Nous allons lire le commentaire qui accompagne ce graphe. Les 3 graphes du document 11, bien sûr c'est le document 11 du manuel scolaire, correspondent à l'enregistrement chez le bélier des variations des taux sanguins de 3 hormones, GnRH, LH et testostérone. Il précise que les prélèvements sanguins pour la GnRH, ils sont réalisés dans la tige pituitaire et que pour ceux de la LH et de la testostérone, ils sont réalisés dans la circulation générale sanguine. Alors, il demande d'analyser pour dégager d'abord le mode de sécrétion des hormones. Là, on l'a travaillé tout à l'heure avec la LH, la testostérone, la GnRH. Il suffit de revenir à la diapositive 4 pour regarder un peu comment on a procédé. La deuxième consigne consiste à trouver la relation de causalité entre ces 3 sécrétions. Là, on peut revenir à la diapositive 6, mais nous allons essayer ensemble de la voir directement sur ce graphe. Alors, par cette flèche, je montre, si vous voulez, le moment de sécrétion de la GnRH, le grand pic de GnRH. La flèche va se décaler un petit peu dans le temps. Elle va nous montrer le moment de sécrétion de la LH. Suivons-la encore pour aboutir à la sécrétion de testostérone. Décalage dans le temps. Et voilà le moment de sécrétion du pic de testostérone. Maintenant, nous allons passer, toujours avec l'étude bien sûr des hormones impliquées dans la fonction reproductrice masculine, mais nous allons travailler un autre aspect de cette relation. Je vous invite à regarder avec moi et à suivre un petit peu cette démarche. Alors, il s'agit d'une expérience réalisée chez des béliers qui ont été castrés depuis 6 semaines. Et on vous présente un graphe et on vous donne les consignes suivantes. Exploitez les données du graphe en vue de, premièrement, dégager l'effet de la castration sur les sécrétions de LH et de testostérone. Ensuite, vous exploitez les données pour émettre une hypothèse quant à l'effet de l'absence de testostérone sur la sécrétion de LH. Remarquez que maintenant, nous étions vers l'effet de l'absence de la LH sur la sécrétion de testostérone. Maintenant, j'imagine que vous êtes en train de suivre l'optique de ce graphe. Nous cherchons l'effet de l'absence de testostérone sur la sécrétion de LH. Suivons le travail. Première consigne. Elle demande de dégager l'effet de la castration sur les sécrétions de LH et de testostérone. La réponse, on la voit ici. La castration, sans surprise, elle est accompagnée d'un effondrement du taux de testostérone et ce qui est encadré le montre bien. Aussi, on remarque, et là, je suis revenue avec vous pour pouvoir tirer justement cette réponse, je suis revenue avec vous sur une courbe précédente dans laquelle il y a les pics de sécrétion de LH lorsque l'animal
était entier, lorsqu'il n'était pas castré. La courbe en bleu montre la sécrétion de testostérone. Je reviens un peu en arrière pour vous montrer de nouveau. La courbe en noir montre les pics de LH. Là, quand l'animal n'était pas castré. Maintenant, je reviens à notre graphe de départ. Remarquez les pulses de LH. Ils ont augmenté en nombre et en amplitude. On dira il y a une augmentation de la sécrétion de LH hypophysaire par augmentation de la fréquence des pulses et de leur amplitude. Deuxième consigne. On nous demande maintenant d'émettre une hypothèse quant à l'effet de l'absence de testostérone sur la sécrétion de LH. Ce qu'on vient de dire est le suivant. Quand l'animal est castré, le taux de testostérone est effondré et qu'est-ce qu'on voit? Une élévation du taux de LH que l'on a remarqué par l'augmentation du nombre de pulses et de l'amplitude de ces pulses. L'hypothèse la plus plausible à émettre serait la suivante, que la testostérone contrôle la sécrétion de LH. Pour argumenter une hypothèse, pour pouvoir la valider, pour pouvoir l'infirmer, il faudrait entre autres, qu'on ait recours à des expériences. Dans cette diapositive, on vous met un graphe que vous venez d'étudier, celui du haut, les résultats des dosages de LH et de testostérone chez le bélier castré, et en bas, les dosages de ces mêmes hormones chez un bélier castré, mais chez lesquels on a placé en sous-cutané, donc sous la peau, des implants qui libèrent des doses de testostérone. La consigne, sans surprise, elle vous demande d'exploiter les données de ces deux graphes pour valider votre hypothèse. Je reviens à notre schéma de départ, à notre graphe de départ, qui nous rappelle que lorsque l'animal est castré, la sécrétion de LH devient importante. Et je reviens maintenant à la nouvelle consigne, la nouvelle information, qui dit que lorsque tu places des implants chez un animal castré, voilà ce qui arrive. Alors regardons qu'est-ce qui arrive. Je reviens un petit peu en arrière, regardez, ça c'est la sécrétion de LH chez l'animal castré. Maintenant, remarquez la sécrétion de LH. Vous avez certainement noté, tout comme moi, que, regardez le graphe du bas, que les pulses sont moins nombreux, que les taux sont moins importants de LH. Alors, nous validons donc notre hypothèse. Nous allons dire que la présence de la testostérone, libérée dans ce cas-là par les implants sous-cutanés, a réduit fortement l'amplitude et la fréquence des pulses de LH. Et cette observation, elle valide notre hypothèse. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Nous avons vu, jusque-là, que la sécrétion de LH stimule la sécrétion de testostérone. Aujourd'hui, nous venons de voir que la testostérone agit sur la sécrétion de LH. Elle agit de quelle manière? C'est ça la question. La présence de testostérone, on vient de le voir, elle réduit le nombre de pulses et leur amplitude, alors que chez l'animal castré, les pulses étaient très très nombreux. Donc la présence de testostérone inhibe la sécrétion de LH. C'est un contrôle.
c'est un contrôle comme le contrôle fait par la LH sur la sécrétion de testostérone. Mais là, c'est un contrôle en retour. On l'appellera rétrocontrôle. Et comme ce rétrocontrôle tend à baisser la sécrétion de LH, ce sera donc un rétrocontrôle négatif. Donc on lit la phrase en jaune, c'est un contrôle en retour ou rétrocontrôle. On le désignera par RC, dans les schémas, tout à l'heure vous allez le voir, et il est de type inhibiteur. Et c'est un rétrocontrôle négatif. Passons maintenant à une autre expérience. On la lit ensemble. Il s'agit d'injecter d'une manière massive de la testostérone à un rat mâle castré. Donc, théoriquement, on devrait faire baisser le taux d'LH sécrété. Alors, regardons le résultat. Le résultat est le suivant. Il y a un arrêt de la production de GnRH et un arrêt de la production de FSH et de LH par cet animal. Donc, ça confirme ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Simplement, cette expérience implique les deux autres hormones de l'axe hypothalamo-hypophysaire, à savoir la GnRH et la FSH. Donc, la testostérone agit sur tout le complexe hypothalamo-hypophysaire en effectuant visiblement un rétrocontrôle négatif. Alors, regardons la réponse. La testostérone injectée exerce un rétrocontrôle sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ce rétrocontrôle est de type inhibiteur. Voyons maintenant une autre expérience. Nous prenons une souris mâle adulte, on la castre, on enlève les testicules, puis on regarde l'hypophyse, l'hypothalamus de cette souris. Après avoir injecté chez cette souris de la testostérone radioactive. La radiographie qui est à votre droite montre les neurones hypothalamiques sur lesquels est fixée la testostérone radioactive. Quelle conclusion dégager à partir de ce résultat? C'est que les neurones hypothalamiques sont des cellules cibles de la testostérone. Celle-ci s'y fixe et elle va modifier leur activité. On le sait maintenant, la testostérone inhibe l'activité de l'axe hypothalamo-hypophysaire. J'ai recueilli de votre manuel scolaire, celui de la page 21 du manuel des 4e sciences, un passage dans lequel on résume l'action exercée par la testostérone sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors je l'ai choisi pourquoi? Parce qu'il vient compléter les termes scientifiques autour de ce rétrocontrôle. Alors découvrons ensemble. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé des vides. Bien sûr, j'ai réduit le paragraphe. Vous allez le constater en revenant à votre manuel scolaire. J'ai mis en place des vides que l'on va remplir ensemble par ce qu'il faut mettre. Alors on lit et on réfléchit et on complète les vides. Des expériences montrent que la testostérone exerce en permanence un effet modérateur sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et là, le terme effet modérateur est un terme à utiliser lorsque l'on voit qu'un organe ou qu'une substance inhibe le fonctionnement d'un autre organe. Puis, je passe à un autre passage de cette page. Toute hausse, toute élévation du taux de testostérone par rapport aux valeurs de référence, réfléchissant avant de dire quoi que ce soit. Donc je suis dans le cas d'une hausse du taux de testostérone par rapport aux valeurs de référence. Je me rappelle que la testostérone inhibe les sécrétions des gonadolibérines et gonadostimulines. Donc toute hausse de testostérone, théoriquement, elle va accentuer
le freinage sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Bien vu. Continuons. Alors, il se produit alors un vide, une quoi? De la production des gonadostimulines. Il va se produire certainement une baisse de la production des gonadostimulines parce que tout à l'heure, tu as dit que ça accentue le freinage. Et de ce coup, de ce fait, le testicule moins stimulé va certainement abaisser sa production de testostérone. Alors remarquez avec moi, toute hausse du taux de testostérone finit par une baisse de sa sécrétion. En revanche, la baisse du taux de testostérone par rapport aux valeurs de référence, elle provoque, réfléchissez avec moi, donc une baisse de testostérone. La testostérone inhibe l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et là, on est dans un cas de baisse de testostérone. Donc, qu'est-ce qu'on fait à cette inhibition? Regardez, on enlève l'inhibition. Alors, il va y avoir donc une levée de l'inhibition sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il se produit alors, tu lèves l'inhibition, qu'est-ce qui va se passer? Une augmentation de la production des gonadostimulines. Le taux de gonadostimulines, en l'occurrence la LH, augmente. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez certainement à une stimulation du testicule. Ce qui stimule le testicule, qui va augmenter sa production et sa sécrétion de testostérone. Remarquez avec moi de nouveau, une baisse de testostérone se termine par une augmentation de sa production. Les testicules exercent donc, comme vous le voyez dans le titre proposé par le manuel, un feedback pour dire un rétrocontrôle sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Le voici. On l'a imbriqué sur un schéma que l'on a vu à plusieurs reprises dans cette séance et dans les séances précédentes. Maintenant, nous allons passer à une petite oubliée jusque-là des hormones testiculaires. Il s'agit de l'inhibine. À ce propos, j'ai récolté pour vous un passage d'un article scientifique dans lequel les chercheurs ont travaillé longuement sur l'inhibine. Je suis allée à la conclusion et voici un petit paragraphe concernant l'inhibine. Regardons-le ensemble, lisons-le ensemble. Il vous dit, au total, les données récemment acquises suggèrent que la sécrétion d'inhibine serait le mécanisme essentiel du rétrocontrôle de la sécrétion de FSH. Donc là, il met en lien l'inhibine avec la FSH. Et ainsi, il va agir sur la fonction sertolienne, puisque les sertolies, ce sont elles qui sécrètent, qui sont les cellules cibles de la FSH. Il vous dit aussi que l'effet majeur de ce rétrocontrôle, c'est la régulation du nombre de spermatozoïdes qui vont être produits. Donc là, il implique clairement l'inhibine dans la production de spermatozoïdes. Revenons à notre schéma. Sur ce schéma, j'imbrique le rétrocontrôle exercé par l'inhibine sur la sécrétion de FSH. J'ajoute que ce rétrocontrôle est aussi de type inhibiteur, donc c'est un RC-. Nous allons nous mettre dans une situation où le rétrocontrôle est moins accentué. Donc on va partir de là. Donc je reviens, regardez. Dans le cas d'un rétrocontrôle moins accentué, ça veut dire, ça sous-entend que le taux d'inhibine est bas par rapport au taux normal. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Un rétrocontrôle moins important va entraîner une réponse des cellules sécrétrices de FSH. Les cellules sécrétrices de FSH vont augmenter leur sécrétion. Il se produira alors
une augmentation de la stimulation des cellules de Sertoli par ces taux élevés de FSH. Il se produira une élévation du taux d'ABP et ça va influencer, testostérone présente bien sûr, ça va influencer sur, sur le complexe AT-ABP. Et du coup, ça va influencer la spermatogénèse qui va s'activer de plus belle. Donc, remarquez que dans ce schéma, on est parti d'un taux élevé d'inhibine et ce taux élevé d'inhibine se termine en bout du chemin par une activation de la spermatogénèse et l'inverse est à réfléchir de la même manière. Dans ce schéma, un titre, voilà, pour ce schéma, excusez-moi, un titre simple, c'est que toujours, il montre que les testicules exercent un rétrocontrôle de type inhibiteur sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Revenons maintenant à l'ensemble des connaissances que nous avons récoltées. L'hypothalamus, par la GNRH, stimule l'hypophyse. C'est le premier niveau de contrôle. Il est exercé par l'hypothalamus. L'hypophyse, par la sécrétion des gonadostimulines LH et FSH, stimule le testicule. C'est le deuxième niveau de contrôle, exercé par l'hypophyse. Le testicule, par la testostérone, exerce un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Par l'inhibine, il exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse antérieure, en particulier sur les cellules sécrétrices de FSH. Sans surprise, il s'agit du troisième niveau de contrôle. Mais c'est un contrôle en retour. C'est un rétrocontrôle. À ce niveau, je pense qu'on est suffisamment armé en connaissances pour confronter la phase d'évaluation de cette séquence. Je vous propose l'exercice suivant. On lit ensemble les consignes de l'exercice. On se propose d'étudier les interactions hormonales entre l'hypophyse et le testicule. Je me situe bien, on est entre l'hypophyse et le testicule. On réalise alors des expériences de castration et d'injection d'hormones sur des mâles adultes. On porte sur le graphe suivant les résultats des dosages effectués. Vous avez dans l'axe des Y le taux de LH, dans l'axe des X la durée de l'expérience en jours, puis les conditions de l'expérience, avec au J4 la castration de l'animal et au J12 l'injection de cet animal par de la testostérone. La consigne: analyser les données du graphe en vue de dégager une information concernant la régulation des fonctions testiculaires. À premier abord, le travail semble simple, une petite question. Toutefois, la réponse est très élaborée et je vais vous accompagner pour ce faire. Je vais me dire comment je vais procéder. Premièrement, je présente mon graphe. C'est très important de présenter le graphe. Nous-mêmes, ça nous met en situation. Il y a une phrase standard qui va nous permettre facilement de présenter le graphe. Elle est écrite en blanc. Ce graphe présente la variation de Y en fonction de X. Et puis, je place dans mon titre ou dans ma présentation les conditions. Ça donnera la réponse suivante. Ce graphe présente la variation du taux sanguin de LH en fonction du temps, avant castration de l'animal, après sa castration et au cours de son injection avec la testostérone. Deuxième étape. Je repère. Mais je repère quoi? Eh bien, je repère les parties de mon graphe. C'est important. Je prends mon crayon,
je repère les parties de mon graphe. Je l'ai fait pour vous. Je les ai mis dans le cadre rouge. Vous avez 3 parties dans le graphe. Et puis, je repère les valeurs maximales et minimales, que l'on appelle valeurs remarquables. Et je m'engage. Je réponds. Je décris d'abord. Je décris. Je vais commencer par, ou en d'autres termes, je ne vais pas oublier dans ma description mes 3 segments. Avant la castration, après la castration et sur l'animal castré et injecté. Ça donnera la réponse suivante. L'ablation des testicules effectuée le 4e jour entraîne une augmentation progressive du taux sanguin de LH. Vous allez me dire, elle a oublié avant le 4e jour. Je ne l'ai pas oublié, regardez avec moi. Donc, entraîne une augmentation progressive du taux sanguin de LH qui passe de 5 nanogrammes par litre, et là, je reviens au taux de départ. C'est la valeur normale mesurée avant l'ablation, à 20 nanogrammes par millilitre. Je suis en haut de ma courbe. Ensuite, je passe au dernier segment. L'injection de testostérone effectuée à partir du 2e jour, après la castration, entraîne une chute de ce taux. Je peux donner des valeurs, je peux aussi dire, puisque l'augmentation ressemble à la chute, je peux dire aussi que cette chute est équivalente à l'augmentation. Je tire les conclusions maintenant. À ma première description, je vous la rappelle, que l'ablation des testicules effectuée le 4e jour entraîne une augmentation progressive du taux de LH qui passe de 5 à 20 nanogrammes par litre. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que l'absence des testicules a un effet stimulateur sur la sécrétion hypophysaire, ici de LH bien sûr, et que lorsqu'ils sont présents, les testicules ont une action inhibitrice. Ces 2 phrases sont les mêmes. J'ai mis un point-virgule pour redire la même chose autrement. Deuxième déduction, que l'injection de testostérone effectuée le 12e jour après castration va entraîner une chute du taux de LH. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que l'action inhibitrice exercée par le testicule sur la sécrétion de LH hypophysaire se fait par le biais d'une hormone, la testostérone, produite par les testicules. Bien sûr, parce qu'au départ, tu as commencé par une castration, tu as vu un effet, puis qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas replacé les testicules, tu as ramené la testostérone. Donc, la déduction, elle met en lien le testicule à l'hormone active sur la sécrétion de LH. Puis, on dira que la testostérone, et là, je reviens un peu à mes connaissances, que la testostérone produite par les cellules interstitielles des testicules, qu'est-ce qu'elle fait? Elle limite les sécrétions de LH, qui est l'hormone produite par les cellules hypophysaires. D'où est-ce que j'ai ramené cette déduction? Quand j'ai mis la testostérone par injection, le taux de LH s'est effondré, donc je peux le dire. Et puis, je n'oublie pas de rappeler que je suis là en train de parler d'un contrôle, certes, mais c'est un contrôle en retour. Donc je le dis dans mes déductions. Je vais leur dire qu'on parle d'un rétrocontrôle et je n'oublie pas de dire quel type de rétrocontrôle. C'est un rétrocontrôle inhibiteur, donc il est de type négatif. Et je finis donc par cette dernière déduction. Je la lis avec vous. On parle d'un rétrocontrôle négatif car on sait que la LH, qui stimule la production de testostérone, cette fois-ci, c'est elle qui est inhibée. Donc, c'est un contrôle en retour. Dans tout ça, il ne faut pas que j'oublie que j'ai une consigne de départ.
je me suis engagée dans des descriptions, dans un traçage de courbes et dans des conclusions, mais je n'oublie pas, je n'enlève pas de mon champ de vision la consigne qui est demandée. On la relie ensemble pour voir où est-ce qu'on en est. La consigne, elle dit « Analyser les données du graphe en vue de dégager une information concernant la régulation des fonctions testiculaires. » Mais nous, les informations, on en a dégagé. Alors, il faudrait bien que je mette l'information. On dira alors que la testostérone contrôle sa propre sécrétion. Comment? Elle agit sur l'axe hypothalamo-hypophysaire et ce contrôle ou ce rétrocontrôle, il est de type négatif. Ainsi, le taux de testostérone sera maintenu à un taux de consigne, à une valeur de consigne. Et là, je vous rappelle le texte de la page 15 de votre manuel scolaire dans lequel il y a les vides et dans lequel on a réuni toutes les informations sur le rétrocontrôle exercé par la testostérone. On termine toutes ces séances qui se sont intéressées à l'étude de la fonction reproductrice masculine par un schéma que l'on a récolté ensemble et dans lequel on a placé tous les organes qui sont impliqués dans la régulation de cette fonction. On a placé les hormones actives dans tous les sens. Je vous laisse regarder ce schéma. Ce schéma nous parle donc du contrôle des fonctions testiculaires. Il parle également du rétrocontrôle. Donc, en définitive, il nous parle de la régulation de la fonction reproductrice masculine. Ainsi, chers élèves, prend fin cette séance, prend fin l'étude de la fonction reproductrice masculine. Travaillez bien. À très bientôt et bon courage.